Alors, merci, Monsieur Sylvain. Pour poursuivre un petit peu dans le domaine de l'histoire de la famille mariée, on a retenu ce soir deux personnes qui vont vous retracer un peu l'histoire des origines jusqu'à nos jours. Alors, une première personne, ce sera Madame Madeleine Marié-Paré, qui vous entretiendra des origines de la famille à leur arrivée, au tout début de leur installation à Drummondville, vers les années 1860 jusqu'à 1915. Ensuite, Monsieur le juge André Rousseau poursuivra la petite histoire jusqu'à nos jours. Alors, Madame Marié. Moi, j'aime pas ça. Mais bonsoir, gens de la famille. On dirait une fête des mariés. Bonsoir, les gens de ma famille. Bonsoir aussi aux amis, à tous ceux qui sont venus rendre hommage à la famille mariée. Est-ce qu'on m'entend? Je suis mieux de parler devant. Hein? Bon, alors, comme vous avez vu, c'est le 175e anniversaire de la ville. La Société d'histoire a pensé souligner l'implication de ma famille dans l'évolution de la ville de Drummondville. J'en suis bien fière. J'imagine que les mariés le sont ce soir, c'est sûr. Et puis, moi, je vais vous parler des miens. Il a fallu, pour parler des ancêtres, que j'aille regarder ce qui s'était écrit, les souvenirs de ceux qui ont pris la peine d'écrire. Il faudra le faire dans toutes les familles. Il faut que je souligne ici Anna Marié, qui était la fille de l'ancêtre, mon oncle Ernest, qui a fait un travail extraordinaire, et une tante qu'on appelle tante Georgiana. C'est avec leur travail que je peux vous conter ce soir, ou vous parler des miens à partir du grand-père qui s'appelait Joseph Marié. Joseph Marié, il est né en je ne sais pas quand est-ce qu'il est né, mais il est né à Verchères. À Verchères, je pense que c'est en 1817, c'est loin ça, je l'ai là, c'est en 1817. Son père était forgeron. Il l'a perdu, son père, il avait à peine 3 ans. Sa mère s'est remariée. C'est loin, ça, 1800. Là, c'est un peu plus tard quand même, parce que là, ses parents vivent. Mais lui, ce ne sont pas des gens riches. Sa mère se remarie. À 13 ans, on va voir mon arrière-grand-père travailler dans une maison d'un homme plutôt à l'aise, un nommé Blais, qui deviendra d'ailleurs député de Sainte-Hyacinthe. C'est l'homme à tout faire. Il a 13 ans. Puis il travaille pour $1 par année. Par année, j'exagère. Par mois. $1, c'est déjà... c'est déjà terrible, $1 par mois, mais $1 par an. Mais à part de faire tout le travail qu'un enfant peut faire autour, c'est presque un enfant qui fait autour de la maison, avec le monsieur Blais, il s'entend pour que celui-ci lui apprenne à lire et à écrire, parce que lui, il n'y a pas beaucoup d'écoles dans ce temps-là. Peut-être aussi que les moyens n'étaient pas là. Alors, ce monsieur Blais lui apprend à lire et à écrire. Et toute sa vie, il aura du plaisir à lire. La bibliothèque ne sera pas très grande. Je pense bien qu'à part l'histoire des saints, ça se résume pas mal à ce livre-là, qui sera son livre de chevet à peu près toute la vie. Il a 1 pièce par mois, je vous l'ai dit. Il va travailler là, mais il va travailler aussi ailleurs, chez plusieurs patrons. Et à 22 ans, il a ramassé assez d'argent pour s'acheter une terre. Une terre qui n'est pas défrichée, là, une terre en bois de bout qu'on appelait, là. Il s'achète sa terre, puis là, comme des raisons, avec une terre, on cherche aussi la femme. C'est là qu'il va chercher Esther Pelletier, une jeune fille, 16 ans, d'une famille assez à l'aise. Elle accepte de marier cet homme qui a acheté une terre. C'est un propriétaire, mais la terre n'est pas cultivée. Il reste une année chez sa mère, chez les parents de la jeune fille. Il reste une année parce qu'il faut construire la maison. Il faut défricher un petit peu, il faut vivre. Mais au bout de l'année, ils s'installent dans leur maison. Ils vont élever là, c'est à Saint-Pie-de-Bagotte là, qu'ils habitent à ce moment-là. Ils vont élever 12 enfants. Mais là, la terre va devenir trop petite. Ça ne nourrit plus la famille, c'est pas assez grand. Il entend parler de Grande-Cam ici par un nommé Blanchard. Puis il vient voir. Il reste chez M. Blanchard quelques jours. Il décide de venir s'installer. Alors, il vend sa terre à Saint-Pie. Il vient s'installer à Drummondville. C'est à Drummondville. Mais comme dit ma tante Anna, là,
cette fille de Joseph, elle dit, ça va, on n'aurait pas dû appeler ça Drummondville. Drummond aura suffi. Il y avait juste à peu près... Il y avait à peu près 50 maisons, un moulin à farine, deux boutiques de forge, une chapelle et un médecin, ce qui était un peu extraordinaire, le médecin en plus. Alors, il s'en vient à Drummondville, il achète 3 terres, une au 5 et 2 dans le 4. Les deux dans le 4 de Saint-Germain sont en bois, elles aussi, elles ne sont pas défrichées. Celle qu'il achète est à moitié défrichée, il y a une vieille maison dessus. Il arrive... il a perdu un enfant, donc ils sont 11, ils sont 13. Ils arrivent tous à Drummondville. Mais je ne sais pas si Marie-Paul Rajotte est ici, mais elle m'avait dit comment est-ce qu'ils sont, par quel chemin, est historienne, par quel chemin ils sont passés. Je ne le sais pas, mais ils sont arrivés à Drummondville. Ils se sont installés dans cette maison qui ne doit pas être bien riche. Il faut la suffire à part ça. Ils sont arrivés là et ils ont pris 3 ans. Mais ils ont déjà des grands-enfants. Quand on a 12 enfants, il y en a un qui a 19 ans, 17 ans. Alors, tous ces enfants, avec le père et les autres, plus jeunes même, se mettent à défricher la terre et puis ils construisent une maison. La maison qu'on a appelée la maison paternelle, où il vit lui-même. Il vit là. Son fils Amédée élèvera tous ces enfants-là, 13. Mon oncle Ernest élèvera les siens dans la maison paternelle, qui malheureusement a été coupée par un réseau routier. C'est un peu triste. Alors, ce grand-père, là, il faut tout voir. À ce moment-là, il fallait qu'il voie toutes les nécessités. Tu ne pouvais pas vivre si tu n'avais pas un saloir, puis si tu n'avais pas des moutons, parce que là, on n'allait pas au magasin. Il y avait 2 magasins à peu près à Drummondville, puis il ne devait pas avoir grand-chose. Alors, il fallait tricoter, mais on prenait la laine sur le dos des moutons. C'est pas mal plus de trouble qu'aller les chercher en petites balles. Alors, il tricotait tout, il cousait le linge, il cousait tous les vêtements. Il allait très, très rarement au magasin. Il n'avait pas de sous. Il vivait, c'était des propriétaires fiers, mais on ne pouvait pas dépenser dans ce temps-là. On mangeait. La tante Anna dit que la grand-mère faisait des prodiges et de boucherie. À la fin il restait toujours du lard dans le saloir pour la prochaine boucherie. Il en restait encore un petit peu, il faut croire. Mais ce n'était pas la nourriture d'aujourd'hui. Cette tante a dit que quand même, c'était une vie de gêne et de privation. C'était pas facile, mais je pense bien que c'était aussi la vie de tous les gens des alentours, parce que ce sont des pionniers, ce sont des défricheurs qui avaient un courage à toute épreuve. Ils devaient avoir une belle santé aussi, parce que ces enfants-là, ils en ont perdu un, c'est tout, sur 15. Parce qu'à Drummondville, ils auront encore 3 enfants. Ils auront des jumeaux, puis ils auront une autre qui s'appelle Anna. J'en parlerai un peu tout à l'heure. Ils font leur vie. Leur fils aîné s'établit sur une des terres du 4, là, dont j'ai parlé, qui était en bois debout. Il va la défricher tout seul. Il s'appelle Joseph, celui-là, aussi. Il va la défricher tout seul, mais il y a déjà... chez lui, déjà, la terre, son père l'a défrichée. Il commence un peu... Il n'y a pas de l'aisance, mais il commence à avoir un peu moins de misère, là. Et lui-même, ce Joseph, qui est mon grand-grand-oncle, il va s'asseoir au conseil avec, je regarde un peu bête, parce qu'il va s'asseoir au conseil avec M. Vassal, M. Giroir et M. Watts, avant que la campagne ne soit séparée de la ville. Puis quand la campagne sera séparée, lui deviendra maire de la campagne, puis préfet de comté. Donc déjà, on commence à s'intégrer dans la société. Tu sais, on n'a pas seulement juste les besoins de manger, puis de se réchauffer, puis de s'habiller. On commence à voir autour de soi. Et après, c'est toute cette fête. Mais ce sont les plus vieux de la famille, ça. Je vais parler surtout, parce qu'ici, on parle toujours d'implication de ma famille ici. Les filles se sont mariées. Il y a eu des Janelle, des Côté, qui sont épanouies, qui ont vécu à Drummondville, qui viennent aussi de la même souche. Mais le plus jeune, il était quand même né à Saint-Pie-de-Bagotte, c'est Amédée. Ça, c'est mon grand-père. Il était blond, puis il avait les yeux bleus.
Puis quand il est tombé en amour, il est tombé en amour avec Mathilda Gagné. Elle était brunette, elle avait les yeux noirs. Mon grand-père, il était joyeux. Il aimait s'amuser, jouer des tours. Ma grand-mère, je dirais qu'elle était presque austère, sévère. Sévère, mais une femme, une maîtresse femme. En somme, c'était... on va souvent chercher le contraire dans presque tous les ménages, on cherche les contraires. Ça s'attire. C'est comme ça qu'ils font un ménage extraordinaire. Elle, Mathilda, c'est quand même une femme forte. Elle vient de Saint-Barthélemy, elle a fait ses études, elle est maîtresse d'école. Il la connaît parce que sa famille vient d'arriver près de chez lui. Elle a enseigné loin, à Saint-Cuthbert, mais là, elle a une position dans le rang. Il la marie, il la voit, il la marie. Elle, plus tard, elle vit chez moi, puis elle dit, « Oh, si j'avais donc enseigné la première année de ma vie, elle dit, je suis allée vivre chez mes beaux-parents, j'avais rien à faire. Si j'avais enseigné, je pense que j'aurais été à l'aise toute la vie. Mais c'était pas dans les traditions. Alors, elle n'enseigne pas. Elle entre dans cette maison. Beau-père, belle-mère, il reste encore un garçon puis une fille. C'est peut-être un peu trop pour Mathilda, mais toujours est-il qu'elle a les moyens. Ils finissent par installer le garçon ailleurs, sur une autre ferme. Et quant à Anna, cette grand-maman, c'est ma grand-mère, Mathilda, décide de lui apprendre, de lui enseigner pour qu'elle devienne à son tour maîtresse d'école. Alors, elle lui fait faire des études, elle lui fait apprendre tout ce qu'il faut apprendre, puis elle se présente, je sais pas, au concours de l'instruction publique. De toute façon, elle peut enseigner et enseigne pendant 57 ans. C'est énorme et c'est une grande implication comme professeur dans toute la ville de Drummondville. Ça vaut la peine qu'on en parle parce qu'ici, on a mis une liste dans les montres qu'il y a là. On peut voir des gens, on peut voir un lot de gens de Drummondville qui sont allés à son école. Ça, je suis rendue à Anna. Où est-ce que je m'en vais après ça? Amédée. C'est le tour d'Amédée. Alors, Amédée, c'est à son tour, il élève tous ses enfants. C'est pacifique. Je sais pas si... c'est pacifique. Le père de Roger, oui, Roger est ici. Et c'est pacifique, c'est papa, c'est mon oncle Ernest. En tout cas, ils sont 13. Cette grand-mère, que j'ai dit très austère, est très vaillante quand même. Très, très vaillante. Puis il faut que ce soit bien fait. Elle fait tout à la perfection. Sévèrement, par exemple, mais tout est bien fait. Justement, comme une femme sévère, c'est ça qu'ils font d'habitude aussi. Alors, elle aussi, à son tour, elle a ses moutons. Je me souviens d'avoir travaillé avoir fait marcher le dévidoir. Elle fait des mitaines. C'est pas des mitaines artistiques, mais je dirais que ça va dans l'artisanat. Tout ce qu'elle fait, c'est très bien fait. Elle fait des mitaines, toutes les tuques, les mitaines, les bas. Elle coud tout, mais ça, très bien fait. Moi, j'ai jamais su réunir le pouce de ma mitaine. Je lui ai demandé bien des fois, mais j'ai tout le temps fait des petits trous, là. Elle en faisait jamais. Tout ce qu'elle faisait, c'était bien fait. Elle cuisinait parfaitement. Des fois, ma mère était un petit peu gênée. Il ne fallait pas que mon père dise que Mathilda faisait ça comme ça, mais en tout cas, la grand-mère faisait ça comme ça. Puis c'était bien, c'était bon. Lui, Amédée, comme ça, sa famille grandit. Elle était maîtresse d'école, il faut bien s'en souvenir. Alors, l'instruction pour elle, c'est très important. Ça prend pas de temps qu'elle trouve un moyen d'envoyer ses plus vieux. Ils vont presque tous au collège. Chanceux quand même, parce qu'il y a un père, un ancien curé de Drummondville, Quinn, qui les reçoit. Ils ont la pension. Donc, ça aide la famille, ça. Puis les autres sont tous au travail des champs, de toute façon. Lui, mon grand-père, il a eu un petit peu plus d'instruction que... Tous sont allés à l'école durant. Lui, il a un peu plus d'instruction. Il est allé une année à la ville parce qu'on lui avait... Son petit frère, en tout cas, accident, il avait perdu les 4 doigts de la main. Ça n'a jamais apparu dans sa vie, mais je pense que les parents ont voulu qu'il soit un peu plus instruit. Alors, il est venu, il savait un peu d'anglais, il se débrouillait bien. On lui a demandé de faire les procès-verbaux des cours d'eau puis des chemins. Et c'était de l'ouvrage. Puis il faisait la paye dans les fromagers, parce qu'il y avait des fromagers dans tous les rangs. Ça le payait 7 piastres pour, je sais pas comment, là, à toutes les 2 semaines. C'était beaucoup. Ça faisait pas mal d'argent pour le temps.
Et ça leur donnait une chance. Toutes les filles, à ce moment, les garçons avaient une instruction qui ne coûtait pas trop cher, même si c'était bonne. Alors, les filles sont toutes allées au couvent, ont toutes été instruites. Ça fait une maison de gens instruits. Et c'était quand arrivaient les vacances, tout ce grand monde se sont mis au foin. Le grand-père achetait d'autres terres, achetait des terres, en louait d'autres. Et son fils Pacifique, lui, était plus d'affaires un peu. Alors, il disait, mon père, lui, en tout cas, il faisait le grain avec la petite faux avec son père à lui. Pacifique aimait moins ça. C'est pas mal dur, ça, je pense. Mon père se vantait de faire, je pense que ça lui faisait plaisir. Pacifique était plus pratique, lui. Alors, il a dit à son père, et si on achetait une, comment on appelle ça, une faucheuse, en tout cas, c'est une machine à ratoire qui font que la vie est pas mal plus facile. Et ce qu'elle fait, et puis toute la ville, pas la ville, mais la famille en a profité. Et c'était pas une grande prospérité, mais une plus grande aisance, une plus grande facilité de vie. Mon grand-père, je vous ai dit qu'il faisait les cours d'eau, les procès-verbaux des cours d'eau. Et puis un jour, un voisin, lui, il était jaloux de l'argent, sans doute, qu'il faisait. Ça aidait pas mal. Il n'avait pas beaucoup de sous dans ce temps-là. Alors, il dit qu'il trichait, puis alors il l'amène en cours. Mais à ce moment-là, mon père est rendu, il est avocat. Alors, mon père plaide pour son père. Puis mon grand-père gagne, il va s'en dire, parce que mon père, il plaidait bien. Alors, mais à part ça, grand-père, il n'avait certainement pas touché non plus. Je suis sûre, dans cette famille-là, c'est pas des toucheurs, c'est tous des gens de bonne mœurs. Alors, il gagne le procès, il gagne. Mais là, puis remarquez bien que les juges n'étaient pas tous des Français ou Françaises, c'était un Anglais. Et puis, il demande à mon père, mais il dit, qu'est-ce qu'il y a dans le coin de chacune des feuilles des procès-verbaux en haut? C'est marqué JMJ. C'était Jésus, Marie, Joseph. Lui, il écrivait ça là en haut. Parce que c'était des gens de foi, ce grand-père-là, lui. Ce grand-père, c'était des gens de foi, d'une foi de charbonnier, comme dit mon père, des gens dont j'envie la foi, dans le fond, parce que il me semble que c'est reposant d'avoir une telle foi. Quand il semait ses champs, qu'il avait fini ses champs, mon grand-père, il allait mettre une médaille miraculeuse à la tête de ses champs, tu sais. Un jour, il est pris du tétanos. En somme, c'est une maladie mortelle. On essaie d'avoir un médecin à Montréal, pas capable. Alors, c'est pas rien que la foi de ma famille, c'est aussi la foi de tout le canton. Le curé, avec tous les gens du 3e, du 4e, du 5e rang, s'en vont en procession devant la croix du coin pour prier pour mon grand-père. C'était la foi de mes parents, mais la foi de tous ces gens, des laborieux qu'il y avait dans ce temps-là. Bon, je ne sais plus où je suis rendue. Ça va revenir? À m'aider toujours que, comme je vous voyez, il s'est quand même impliqué d'une certaine façon dans sa ville. Et ses enfants ont continué. Mon oncle Ernest, lui, il s'est installé et plus tard, s'est installé dans la maison paternelle. Je peux le dire, alors, mon oncle Ernest, nous autres, on l'appelait Alexis. On regardait mon oncle Alexis, parce que mon oncle, il n'avait rien à lui, il donnait tout, il souriait tout le temps. S'il faisait boucherie, puis il apportait un cadeau à ma mère, c'était pas les petits, je sais pas quoi, là, les petits restants de la boucherie, hein, c'était toujours le beau gros morceau, le plus beau morceau qu'il apportait là. C'était... Alors ça, c'est à peu près, qu'est-ce que je dirais, tout le récit de mes ancêtres. C'est comme ça que les miens sont arrivés ici. J'ai parlé des miens. Alors, le restant de l'histoire, là, je le passe à mon voisin.